Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce séminaire de l'Atécopole sur la question du nucléaire. Je rappelle en un mot ce qu'est l'Atécopole. C'est un collectif de personnes travaillant dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, impliqués sur les questions écologiques et avec cette caractéristique d'une approche fortement interdisciplinaire des questions écologiques. Donc ce séminaire sur la question nucléaire, il y avait longtemps qu'on souhaitait l'organiser à l'Atécopole. C'est une question compliquée, le nucléaire, ne serait-ce que parce que c'est passé d'une question, d'un enjeu qui était au cœur des luttes écologistes il y a quelques années, à un argument pour l'écologie par certaines parties aujourd'hui. Donc on voit bien la complexité de la question. Et on ne savait pas très bien comment l'aborder. Et puis bon, c'est le hasard des rencontres qui a fait qu'on a trouvé un angle d'attaque, un prisme de réflexion sur le nucléaire qui nous convient beaucoup. C'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Sophie Houdard et Benoît Pelopidas, voilà, qui est à distance, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, pour traiter de cette question, donc avec un angle relativement original, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout être dans une analyse coût-bénéfice de la question nucléaire, qui est peut-être celle dans laquelle parfois on peut voir des débats s'enfermer, mais plutôt prendre du recul et faire une défocalisation sur ce sujet et sans déflorer plus le thème qui sera présenté par Laurence, le thème, le moyen par lequel on a choisi d'aborder la question du nucléaire, c'est celui des savoirs et faire vraiment la question de la question des savoirs et de l'ignorance autour des enjeux du nucléaire l'objet d'étude en lui-même. Donc c'est cette question-là qui va être travaillée aujourd'hui par nos intervenantes. Je te laisse la parole, Laurence. Bonjour. On voulait aussi nommer et remercier Émilie Letouzé qui a grandement participé à organiser cette séance et qui ne peut pas être présente non plus aujourd'hui. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le thème de la séance, du coup, qui est vraiment d'aborder la question du nucléaire par la question du savoir et de l'ignorance, en passant du secret industriel à l'invisibilité de la contamination radioactive. C'est ce qui va être présenté dans les interventions. Je voulais juste faire un petit point actualité sur une loi qui vient d'être passée au Parlement, qui vient d'être validée là, le 21 mars, qui s'appelle la loi d'accélération du nucléaire. C'est juste pour un peu situer aussi où on en est politiquement en France, là tout de suite. Et donc, c'est une loi qui a été validée par le Sénat le 24 janvier, validée en première lecture à une très grande majorité à l'Assemblée le 21 mars. L'objectif, c'est de faciliter le développement de l'énergie nucléaire, qui est l'un des 3 axes avec le renouvelable et la sobriété énergétique que le chef de l'État s'est fixé en février 2022 pour sortir des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone. Donc il y a aussi tout comme le disait Olivier, cette toile de fond du réchauffement climatique et des questions énergétiques. Voilà. Et donc du coup, cette loi, très concrètement, elle vise elle est très explicite en fait, à accélérer la construction de nouveaux réacteurs EPR2 en facilitant les procédures administratives. Je vous invite à aller voir, c'est assez étonnant. Ça passe par éviter, ça court-circuite en fait les collectivités territoriales à plein de niveaux. Cette loi, elle supprime aussi l'objectif de réduction du nucléaire dans le mix énergétique qui avait été fixé à réduire à 50% d'ici 2035. C'était une loi de 2015 qui a été juste donc du coup supprimée. C'est plus du tout d'actualité de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique en France. Et il y avait le projet aussi de fusion des organismes de sûreté nucléaire, donc de l'ASN,
l'autorité de sûreté nucléaire et du CEA, du comité d'énergie atomique. Et finalement, c'est la seule partie de la loi qui a été retoquée et qui n'a pas été validée à l'Assemblée. Et en parallèle, a été mis sur pied un conseil de politique nucléaire en février qui vise, d'un point de vue politique, également à accélérer cette mise en place de nouveaux EPR et de prolonger le parc en activité. Bon, c'était juste pour dire, voilà, c'est ça le contexte, en tout cas dans le nucléaire civil en France. Mais Sophie et Benoît reprendront ou pas ces éléments et viendront l'alimenter et mettre aussi en question, enfin on en parlait hier avec Benoît, de ce qui est décidé politiquement et ce qui peut être vraiment mis en place ou pas, d'un point de vue des savoirs et des compétences. Donc du coup, on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Sophie Houdard, ici présente, directrice de recherche au CNRS, qui est anthropologue spécialiste du Japon et qui travaille sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima et les territoires contaminés depuis 2011. Et Benoît Pelopidas, qui donc sera en ligne, qui est professeur associé à Sciences Po, qui est politiste spécialiste des risques et des choix liés aux armes nucléaires et fondateur du programme d'études Nuclear Knowledge. Donc on va dans un premier temps écouter Benoît Pelopidas et dans un second temps on écoutera Sophie Houdard. Et je laisse la parole à Benoît. Merci beaucoup. Oui, absolument. Voilà, ça y est, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci Olivier, merci Laurence, merci Sophie, merci à la Techopole de m'avoir invité. Je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour compenser cette absence. Comme on vous l'a indiqué, l'objet de cet échange va être la production et la validation des savoirs sur les phénomènes nucléaires. Donc, ce que je vais vous présenter, moi, c'est vraiment commencer par qu'est-ce que je veux dire. Vous allez m'entendre répéter la notion de recherche indépendante beaucoup. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je clarifie ce que j'entendais par là. Donc, je vais commencer par ça. Je vais vous parler au fond de qu'est-ce qui distingue la recherche indépendante sur le phénomène nucléaire et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Et je vais prendre ensuite comme exemple un objet de connaissance qui fait l'objet d'une incrédulité particulière, à savoir la possibilité démontrable d'explosion nucléaire dans le monde d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais déployer 3 sources de notre incrédulité face à cette réalité et les résistances qui se déploient dans l'espace public face à cette réalité. Je vais aussi détailler pour aussi ouvrir la porte à un travail partagé entre des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences dures et des gens qui sont plus dans les industries créatives ou des artistes. Je vais déployer un argument sur le rôle crucial de la culture populaire visuelle pour nous aider à dépasser cette incrédulité. Et je vais terminer par quelques éléments de conclusion et d'invitation qui feront le pont entre ce que je vais vous proposer et la présentation de Sophie, en attendant de discuter avec vous dans la phase suivante. Donc, ce que je veux dire, soyons bien clairs, ce que je veux dire par recherche indépendante n'est pas défini par un label subjectif ou de l'ordre de l'autopromotion. C'est une pratique qui est définissable et reconnaissable par des critères très clairs, c'est-à-dire que c'est une recherche non partisane qui est transparente sur ses sources de financement, et je tiens à y insister, le programme d'études des savoirs nucléaires que j'ai créé à Sciences Po en 2017 est le premier programme de recherche académique indépendant et transparent sur ses sources de financement qui refuse
tout financement porteur de conflit d'intérêts, donc un financement issu des acteurs qui encouragent la perpétualisation des arsenaux nucléaires ou des acteurs qui s'y opposent. Nous sommes financés exclusivement sur la base de la reconnaissance académique du travail effectué à partir de l'évaluation par les pairs en double aveugle. Et cette pratique-là s'appuie sur simplement un principe de précaution, qui est que dans toute une série d'autres domaines de la production de connaissances, que ce soit la production de connaissances sur la santé publique, par exemple sur les effets du tabac, sur le cancer, sur la production de l'information, il est établi que le financement de la production de connaissances par des acteurs porteurs de conflits d'intérêts introduit des biais. C'est un résultat totalement accepté, presque trivial. Simplement, dans le domaine des questions nucléaires, cette recherche sur les financements porteurs de conflits d'intérêts introduisent-ils des biais? Cette recherche n'a pas été faite et le champ opère comme si la réponse était négative. C'est-à-dire, n'ayant pas posé la question, supposons que le champ fait exception et que donc dans ce champ-là, les financements porteurs de conflits d'intérêts ne seraient pas à l'origine de biais fondamentaux dans la production de connaissances. Face à un décalage entre la connaissance acceptée et les preuves disponibles, il m'a paru méthodologiquement et éthiquement approprié de manifester un principe de précaution, d'où le positionnement du programme d'études des savoirs nucléaires en termes de recherche strictement indépendante, au service de la possibilité d'un choix pour les élus et les citoyens sur la question suivante, qui est quel système d'armes pour quelle politique de défense à moyen, court et long terme. Et ce positionnement nous a permis en fait de déployer un protocole, Olivier parlait tout à l'heure d'interdisciplinarité, un protocole interdisciplinaire qui a abouti à poser la question et à établir que dans notre domaine, en tout cas si on regarde les 45 think tanks les plus influents sur la production d'analyse en matière de politique nucléaire au monde, eh bien, ils reçoivent tous des financements substantiellement porteurs de conflits d'intérêts et qui introduisent des biais. Donc, ce qui s'applique partout ailleurs semble s'appliquer aussi à notre domaine. C'est un article que vous pouvez lire en open access dans la revue International Relations. Donc, ce qui confirme que on s'est rendu d'avis difficile, peut-être pour une bonne raison, qui est que ça vaut la peine de se maintenir à l'abri de financements porteurs de conflits d'intérêts. Et ça nous a permis de rectifier une série de jugements à la lumière de preuves adaptées. Et là, je vous résume très vite quelques grands résultats de l'équipe sur les 5 à 6 dernières années. On a pu revisiter les jugements acceptés sur la crédibilité de la force de frappe française, établissant notamment à la lumière d'une analyse technique et d'archives américaines, britanniques et russes, mais aussi françaises inédites, que la première génération de la force de frappe française, au moins jusqu'en 1974, n'est pas en mesure d'accomplir les missions qui lui ont été attribuées. De la même manière, ça m'a permis de revisiter les causes de la prolifération nucléaire, ça on en parlera, donc je vais rester plus elliptique. Ça m'a permis aussi d'établir le rôle de la chance dans l'évitement d'explosions nucléaires non désirées. Par chance, je pourrais détailler ça, mais par chance, j'entends le rôle de facteur indépendant du contrôle humain et organisationnel. Et ça nous a permis, en particulier grâce au travail de Sébastien Philippe, qui est chercheur associé sur le programme, et de Thomas Status, qui est journaliste d'investigation, de montrer des effets jusqu'alors non connus des essais nucléaires français en Polynésie en matière de retombées radioactives. Et ça nous a permis aussi de montrer que l'affirmation répétée selon laquelle il existe un consensus dans l'opinion publique française sur la politique de dissuasion nucléaire est simplement inexacte. Ce consensus existe au niveau des partis politiques, mais certainement pas au niveau de l'opinion publique, si la notion de consensus a un sens. Alors, juste pour être sûr, dans la mesure où on ne se connaît pas, je me suis dit que j'allais commencer par simplement des éléments d'échelle qui ont à voir avec le monde nucléaire dans lequel nous nous trouvons. Il y a
plus de 12 000 armes nucléaires dans le monde dans lequel nous sommes, et 1240 tonnes de matière fissile disponibles, soit l'équivalent de la matière fissile nécessaire pour produire plus d'une centaine de milliers de bombes simples. Les armes, il faut que je vous montre d'abord, voilà, ce que ça veut dire, 1240 tonnes de plutonium et d'uranium hautement enrichi, qui sont possédés par les États dotés d'armes nucléaires et très, très massivement par les États-Unis et la Russie. Ce que ça veut dire, c'est que aussi, on doit garder en tête le fait que les armes nucléaires dont nous disposons aujourd'hui sont bien plus destructrices que celle qui a rasé Hiroshima le 6 août 1945. Ce n'est pas vrai pour la totalité de ces armes, mais c'est vrai pour une grande majorité de ces armes. Un autre élément d'échelle qui défie un peu l'imagination, c'est que l'explosion de 1% environ de ces armes sur des villes suffirait à mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons suite à un phénomène qu'on appelle l'hiver nucléaire. Vous avez sans doute entendu répéter beaucoup que les armes nucléaires n'ont été utilisées que 2 fois à Hiroshima et Nagasaki. C'est évidemment empiriquement faux. Elles ont été utilisées plus de 2000 fois sous la forme d'essais nucléaires, des essais nucléaires d'abord atmosphériques, puis souterrains. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai, des explosions nucléaires non désirées ont été parfois évitées grâce à des procédures de contrôle, mais parfois aussi par des variables qui échappent aux procédures de contrôle ou grâce à la défaillance de procédures de contrôle. C'est ce que j'ai appelé chance et que j'ai pu documenter par un travail archivistique et d'entretien. Un autre élément d'échelle, c'est la capacité matérielle de démanteler les arsenaux présents aujourd'hui. Leur taille peut nous donner l'impression que le démantèlement est une impossibilité matérielle stricte. Ce n'est pas le cas. Des physiciens ont montré qu'il nous faudrait, sans progrès technologique, environ 10 ans pour démanteler les arsenaux nucléaires existants. Donc la question qui se pose, c'est de quel système d'armes souhaitons-nous disposer, combien, pour quel but et à quel horizon. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au fond, quand on parle d'armes nucléaires sur un mode de protection, c'est simplement impropre. Il faut commencer par se dire que la catastrophe nucléaire demeure possible et qu'on a des preuves de ça, de différents ordres. Le premier type de preuve, le premier faisceau de preuve, c'est la doctrine de dissuasion nucléaire qui exige que la possibilité de la guerre nucléaire reste ouverte. Parce que c'est cette possibilité-là, à partir de laquelle on espère produire l'effet dissuasif chez l'ennemi. Si vous disiez à l'ennemi « je ne riposterai pas », à ce moment-là, vous auriez rendu inconcevable l'effet dissuasif. Ajoutons à ça que les exigences de la dissuasion nucléaire telles que définies par les états-majors américains et russes n'explique pas la taille des arsenaux déployés aux États-Unis et en Russie. Une recherche qui a été faite bien longtemps avant que mon équipe ne soit composée a montré que c'était des objectifs secondaires qui permettaient de rendre compte de la taille extraordinaire de ces arsenaux. Ces objectifs secondaires sont par exemple ce qu'on appelle la limitation des dommages si la dissuasion devait échouer. Qu'est-ce que ça veut dire, la limitation des dommages si la dissuasion devait échouer? Ça veut dire que si la dissuasion échoue, vous prévoyez de cibler et donc de détruire le plus possible des arsenaux ennemis avant même qu'ils ne soient lancés contre vous. Donc vous voyez déjà que la possession d'armes nucléaires vous transforme de ce fait en cible prioritaire. Troisième faisceau de preuve, les États dotés d'armes nucléaires et l'OTAN n'ont pas adopté de doctrine de non-emploi en premier des armes nucléaires. Le candidat Biden en 2019 l'avait promis, mais la revue de politique nucléaire de 2022 a fait un choix totalement différent. Et aujourd'hui, on a l'Inde et la Chine qui parlent encore de doctrine de non-emploi en premier. Jusqu'en 1993, l'URSS et la Russie avaient une même doctrine, mais
sa crédibilité était limitée. Donc, vous voyez, c'est un troisième faisceau de preuves qui nous suggère que cette possibilité d'explosion nucléaire demeure. Je vous l'ai déjà dit, mais j'y insiste, on ne peut pas créditer le contrôle parfait de l'absence d'explosion. Il faut prendre en compte le fait que dans des cas multiples, c'est la chance qui nous a fait échapper à l'explosion et que notre connaissance de la chance est très probablement une sous-estimation pour deux raisons. Parce que nous dépendons de la disponibilité des archives, c'est-à-dire que mes études de cas sont essentiellement des études de cas américaines et britanniques, parce que les États-Unis et le Royaume-Uni sont étonnamment ouverts quant à leur passé nucléaire et quant à leur passé en termes de limite du contrôle sur les arsenaux. Donc, supposer que mon évaluation de la chance est complète, c'est supposer qu'alors qu'on a trouvé des dizaines de cas comme ça aux États-Unis et au Royaume-Uni, on n'en trouverait aucun dans la totalité des autres États dotés dont les archives sont bien moins accessibles. Et une autre raison pour laquelle le rôle de la chance est sous-estimé, c'est tout simplement que il a fallu entre 30 à 40 ans pour découvrir le rôle de la chance dans le cas qui est le cas de la crise nucléaire la plus étudiée, celle dont vous avez tout entendu parler, la crise de Cuba. Il a fallu 30 à 40 ans pour découvrir le rôle de la chance. Et évidemment, ça veut dire que les 30 à 40 dernières années de l'âge nucléaire, on ne peut pas les considérer comme preuve que nous n'avons pas eu de cas de chance, mais on devrait au contraire les considérer comme n'ayant pas encore fait l'objet d'analyses adéquates et donc, au fond, demeurant un objet d'analyse pour nous. Un cinquième faisceau de preuves, c'est le fait que plusieurs simulations ont fini en guerre nucléaire. Encore très récemment, le général Hyten, qui commande les forces nucléaires américaines, disait la plupart des simulations finissent très mal, elles finissent en guerre nucléaire. Et on pourrait discuter en détail du fait que, en dépit des efforts et des investissements colossaux que les États-Unis ont consacrés à la défense antimissile balistique, les protections de l'ordre de la défense antimissile balistique sont radicalement inefficaces. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de protéger notre population contre une frappe nucléaire délibérée, inadvertante ou accidentelle. Et c'est cette réalité-là qu'on a du mal à croire. Et c'est là que moi, je voudrais vous parler de trois sources de notre incrédulité face à cette vulnérabilité matérielle. Et je vais introduire un concept qui est la vulnérabilité épistémique, que j'entends comme la tentation d'accorder à ce que nous croyons savoir une validité qui excède ce qui peut être établi. C'est-à-dire, il est tentant de croire que la protection demeure possible, mais les preuves dont nous disposons devraient nous amener à croire le contraire. À partir du moment où on cède à cette tentation, on n'est plus dans la vulnérabilité, on tombe simplement dans la confiance excessive. Et donc la question, pour moi, de la production d'un savoir robuste, c'est comment échapper à la tentation de la confiance excessive. Il y a trois sources, à mon avis, et sans doute plus. Sur ça aussi, Sophie a une expérience particulière et elle me dira très probablement qu'il m'a manqué des dimensions. Je vois au moins trois sources. La première, toute simple, c'est l'extériorité. C'est-à-dire que on sait, la littérature de sociologie nous a montré que les possibles considérés ne sont pas a priori infinis. Et on n'imagine pas a priori tout, ce qui est bien normal. Et la catastrophe nucléaire excède ce qu'on imagine a priori. Cette extériorité, elle est renforcée par l'absence de visibilité des essais nucléaires, au moins depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis qu'on a cessé toute forme d'essais atmosphériques.
elle est encore augmentée par le secret nucléaire en France depuis la loi du 15 juillet 2008 qui permet de classifier à perpétuité des informations dites proliférantes. J'insiste là-dessus parce que la possibilité de classifier des informations à perpétuité, c'est quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire même pendant la Révolution française. On y est arrivé pour les informations proliférantes en 2008. Et vous avez peut-être entendu qu'il y a eu d'ailleurs toujours en cours, un effort de déclassification louable lié aux archives des essais nucléaires français suite au travail d'un des membres de l'équipe et de la publication du livre Toxique. Cette extériorité aboutit à ce que, quand on interroge nos compatriotes, vous avez 39% des sondés, dans un sondage que nous avons conduit avec l'IFOP en octobre 2019, qui disent qu'ils ne se sont jamais vraiment souciés de la guerre nucléaire. Et ça nous renvoie à l'observation de Jean-Pierre Dupuy dans son dernier ouvrage où il dit, au fond, le pire est possible mais pas actuel, donc n'a pas de réalité. C'est ça, à mon avis, le défi de l'extériorité, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième défi qui renvoie le plus directement à l'objet de la séance d'aujourd'hui, à savoir la production et la validation de la connaissance, c'est l'impossibilité de s'en remettre à l'expertise dédiée pour avoir un panorama complet des vulnérabilités nucléaires. Pourquoi ? Parce que la rhétorique officielle et para-officielle est une rhétorique de la protection qui, par définition, empêche de dire la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on justifie la politique nucléaire française, personne ne vous dit la politique nucléaire française, c'est un pari sur la vulnérabilité en espérant que cette vulnérabilité partagée va convaincre l'ennemi de ne pas frapper. Mais si l'ennemi décide de frapper, on ne peut pas protéger la population. En cas de lancement accidentel dans l'arsenal de l'ennemi ou de n'importe quel pays qui cible la France, on ne peut toujours pas protéger la population. Et en cas d'erreur de perception, la protection n'est toujours pas possible. Vous voyez bien qu'au fond, la rhétorique de la protection empêche de dire la vulnérabilité. Et le problème qui se pose, c'est que le discours de la dissuasion, il a un rôle à la fois descriptif et performatif. C'est-à-dire ceux qui le tiennent entendent à la fois décrire le monde tel qu'il est, c'est-à-dire décrire des rapports entre États, des rapports entre le dissuadeur et le dissuadé, mais ils entendent aussi avoir un effet performatif, à la fois sur l'opinion publique française, sur l'adversaire, sur les alliés, sur le reste du monde. Et donc, ça empêche, par définition, les experts para-officiels d'en dire la limite. Un des grands stratégistes français, le général Poirier, nous mettait déjà en garde. Il disait, manifester notre scepticisme sur la crédibilité de la dissuasion, c'est faire le jeu de l'adversaire. Eh bien, étant donné que tout le monde parle et écrit comme si c'était le cas, l'erreur, c'est qu'on va demander à ces experts-là, alors, est-ce que la politique est crédible ? Eh bien, la réponse est, de toute façon, s'ils pensaient qu'elle ne l'est pas, ils ne pourraient pas vous le dire. Les techniciens de la guerre nucléaire se convainquent eux aussi qu'elle n'arrivera pas. Ça a été documenté par l'anthropologue Hugh Gustafson. Il parle de ce qu'il appelle l'axiome central, notamment une philosophie de la technologie qui est l'instrumentalisme. Et c'est vrai aussi dans le cas de professionnels comme le lieutenant Kristen Nemech, dont on reparlera en détail. Un dernier élément qui limite notre capacité à nous en remettre à l'expertise dédiée pour avoir un panorama complet des vulnérabilités nucléaires, c'est les incitations professionnelles à l'affirmation du contrôle parfait. Et c'est pour toutes ces raisons-là que la recherche indépendante a un rôle, je crois, unique et nécessaire à jouer pour justement rendre possible et dissible ces vulnérabilités matérielles et empêcher qu'on ne tombe et qu'on ne cède à l'illusion de la confiance excessive. J'illustre le dernier point ici, à savoir les incitations
les incitations organisationnelles à surestimer le degré de contrôle. Ça, c'est issu des archives de Robert Purifoy, qui a été l'ingénieur sûreté du laboratoire de fabrication d'armes Sandia aux États-Unis, des années 50 au début des années 90. Donc, je suis allé voir ses archives privées à Kerrville, au Texas, et j'ai interviewé aussi ses anciens collègues, notamment l'ingénieur Gordon Moe. Et quand on regarde ces documents, on s'aperçoit qu'après avoir été témoin d'un des accidents les plus graves, l'accident de Goldsboro en janvier 1961, Bob Purifoy a proposé une solution technologique qu'on a refusé de mettre en place pendant 15 ans, sur la base de l'argument selon lequel mettre en place la solution technologique, ce serait reconnaître que le système a été défaillant et qu'on s'en est sorti par chance, et qu'il ne faut pas reconnaître ce genre de choses parce que ça voudrait dire que les lignes budgétaires, notamment, qui nous sont allouées auraient été mises en cause. Et donc, ce que les archives et l'entretien suggèrent, c'est que vraiment, c'est la hiérarchie du labo qui ont encouragé Purifoy et son collègue à ne pas rendre compte de cette limite du contrôle et au contraire de raconter l'histoire comme une histoire de contrôle parfait. Alors, il ne s'agit pas du tout de blâmer les États-Unis particulièrement. On a une histoire à peu près analogue dans les mémoires de l'ancien chef d'état-major particulier du général de Gaulle, l'amiral Philippon, qui dit qu'il a rapporté à de Gaulle tous les éléments importants, et puis page 154, il se reprend, il dit « Ah non, non, sauf une fois ». Et c'était dans les années 60, c'était sur la base d'Orange. C'est une fois où un Mirage 4 a décollé avec une bombe sous ses ailes suite à une fausse alerte. Alors, je peux vous raconter l'épisode en détail. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que précisément, Philippon observe, ça aurait probablement été le moment de perte de contrôle le plus grave, donc celui qu'il aurait été le plus nécessaire de rapporter, et il explique qu'il a fait le choix de ne pas le rapporter, puisque ça s'est bien terminé de toute façon. Donc vous voyez, des institutions qui ont en fait un mandat impossible, c'est-à-dire un mandat du contrôle parfait sur ces systèmes d'armes, puisque une seule explosion nucléaire non désirée est considérée comme intolérable. Face à un mandat comme ça, ces institutions, si elles rendaient compte des limites de leur contrôle et des cas où ce n'est pas une pratique de contrôle qui nous a permis d'échapper à la catastrophe, seraient déjà dans la confession d'échec par rapport à l'exigence extrême de leur mandat. Donc, on a une incitation à l'affirmation de contrôle excessif. Un autre élément qui nous montre qu'on ne peut pas s'en remettre à l'expertise dédiée, c'est le travail dont je vous ai parlé tout à l'heure de Sébastien Philippe et Thomas Status sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires français, le discours commun ainsi sur l'impossibilité de savoir du fait de l'absence d'accès aux archives, et insiste sur l'existence d'efforts pour limiter la contamination des populations locales. Or, le travail, donc la plateforme en ligne Mororoa Files et le livre toxique s'appuient sur des archives non exploitées mais disponibles depuis 2013, donc qui n'ont pas été utilisées entre 2013 et 2021, et sur une simulation inédite de la trajectoire des nuages radioactifs qui établit que l'essai Centaure a contaminé entre 90 et 110 000 personnes et que les autorités ont choisi de ne pas confiner les populations et de ne pas les informer. C'est juste un troisième exemple de ce que la recherche indépendante peut mettre au jour en termes de possibilité de la confiance excessive dans le contrôle parfait. Troisième source de la tentation de la confiance excessive, après l'extériorité et l'incapacité des experts officiels à rendre compte de la totalité de nos vulnérabilités, les difficultés à croire à ce que l'on sait. Si je me suis bien débrouillé, ça veut dire que je vous ai convaincu de la possibilité d'explosion nucléaire. Et si je vous ai convaincu, eh bien, la question demeure, oui, maintenant vous savez, mais est-ce que vous croyez à ce que vous savez? Le philosophe Gunther Anders parle de ce point de vue-là de décalage prométhéen. Il nous appelle
tous autant que nous sommes, des paresseux de l'Apocalypse. C'est-à-dire que littéralement, il y a un décalage entre notre capacité en tant qu'espèce à causer de la destruction et notre capacité à nous y rattacher intellectuellement et moralement. Et c'est ce décalage qui fait de nous des paresseux de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant dans une campagne d'entretien que j'ai menée en 2020, c'est que les élites, quelle que soit leur préférence en termes de politique nucléaire, n'y échappent pas. Et il y a une série d'explications psychologiques à ça. L'insensibilisation face au grand nombre, hein, ça c'est connu. L'autorité affective des experts et le désir d'être rassuré. C'est-à-dire la nouvelle est tellement mauvaise que l'expert qui réaffirme le contrôle et qui vous dit ne vous inquiétez pas, il bénéficie d'une autorité affective par défaut. Je vous donne juste une petite illustration chiffrée à partir d'un sondage qu'on avait conduit en 2018 et qui révèle simplement que ces réalités-là, elles produisent des émotions comme la dépression, la peur et le souci chez la plupart, ou en tout cas une grande partie des sondés. Et face à ces émotions-là, un grand nombre d'entre nous veulent simplement s'en départir. Et donc, pour s'en départir, vous accordez une confiance a priori à celui qui vous rassure. C'est la prime à l'expert rassurant. La difficulté à croire ce que l'on sait, je vais la déployer un peu plus là, avec des exemples et des témoignages précis pour que vous voyez qu'elle traverse les occupations socio-professionnelles, par exemple. Le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, le dit en ces termes. Quand nous entendons parler de 1000 bombes de mégatonnes, nous ne savons pas ce que tout cela veut dire. Je n'ai pas ce genre d'imagination. Pour moi, c'est une abstraction. Ça, c'était dans les années 80, au moment où on était en train de créer le concept d'hiver nucléaire. Et quand je l'ai interviewée en 2020, Béatrice Fine, qui était la directrice exécutive de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, m'a fait l'aveu suivant. Elle dit « Je bataille toujours avec ça, même si je monte sur scène et je vais à la télévision pour dire « c'est possible, cela peut arriver », elle parle donc d'explosion nucléaire non désirée, je trouve presque cela difficile à croire. Pour elle, ce qui a rendu la chose croyable, c'est l'épisode Fire and Fury, la menace nucléaire que le président Trump a formulée vis-à-vis de la Corée du Nord. Même observation de la part de l'ambassadeur autrichien Alexander Kment, que j'ai aussi interviewé en 2020 et qui depuis est devenu le président de la première conférence d'examen des parties au traité d'interdiction des armes nucléaires. Même observation sur on n'arrive pas à y croire. Un chercheur français qui a voulu rester anonyme s'en tient, si vous voulez, à « je refuse d'y penser ». Elle ne doit pas exister, elle n'a pas de sens pour moi, ce qui est une version un peu plus grave de cette mise à distance de la possibilité. Et là, et ce sera un de mes derniers exemples, ça c'est le témoignage d'un lieutenant dans l'armée de l'air des États-Unis dont le rôle consiste à lancer sur ordre des missiles balistiques. Le lieutenant Nemish travaille dans un silo de missiles balistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on l'interroge sur son travail, elle parle comme si la possibilité d'exercer la mission pour laquelle elle a été préparée toute sa carrière n'existait pas. Quoi qu'il arrive au travail, tout va toujours bien quand on ouvre cette porte et voit les visages. Et donc là, elle vous montre ses enfants. Sauf que, quoi qu'il arrive au travail, ça inclut aussi le fait qu'elle puisse être dans l'obligation de exécuter l'ordre de lancement. Et si elle exécute l'ordre de lancement, elle n'aura pas l'occasion d'ouvrir la porte et elle n'aura pas l'occasion de voir les visages souriants de ses enfants parce qu'un silo de missiles est d'abord déjà détecté, on sait où il est très facile à localiser. Et donc, sous moins d'1 heure,
ce silo sera très probablement l'objet d'une riposte nucléaire qui va réduire sa chance de survie et celle de ses enfants à quasiment néant. Mais c'est vraiment frappant qu'elle parle comme si cette possibilité n'existait pas. Ça, c'est le témoignage du prix Pulitzer Richard Rhodes, qui observe ça chez les élites politiques américaines. Donc un même décalage, même incrédulité face à cette possibilité. Et là, on revient à Gunther Anders. Ces messieurs en savent aussi peu que vous parce qu'ils ont exactement aussi peu d'imagination que vous. Et c'est là que j'en arrive au rôle crucial de la culture populaire comme allié et adjuvant de la recherche indépendante pour remettre en adéquation ce que nous savons sur la possibilité de ces catastrophes avec ce que nous arrivons à croire. Ça, c'est l'objet, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est essentiellement l'objet de mon ouvrage, Repenser les choix nucléaires. Et là, c'est détaillé dans un article de Culture et Conflit qui s'appelle « Imaginer la possibilité de la guerre nucléaire pour y faire face ». Tout ça est disponible gratuitement en accès libre, mais de toute façon, vous pourrez me poser des questions détaillées si ça vous intéresse. Ce que je voudrais avancer là, c'est que des années 50 à la fin des années 80, on peut identifier au moins 4 gestes esthétiques qui permettent de placer le spectateur dans une position où il arrive à dépasser son incrédulité quant à la possibilité de la guerre nucléaire. On arrive à remettre en adéquation ce qu'on croit et ce qui est. Le premier geste, c'est montrer le début, tout simplement, de la guerre nucléaire. C'est-à-dire donner une épaisseur existentielle en montrant le début. On le voit dans des films comme Dr. Strangelove de Stanley Kubrick, Failsafe de Sidney Lumet, et plus tard The Day After ou Akira dans les années 80. Deuxième geste esthétique, c'est affirmer que la guerre nucléaire est possible puisqu'elle a eu lieu avant que l'oubli ne l'emporte. Ce deuxième geste esthétique est différent parce qu'on ne voit pas là le début de la guerre nucléaire, on en voit les effets. C'est le cas de Malville, l'adaptation du roman de Robert Merle, et de Threads de Mick Jackson, et d'un épisode là, que je vous liste, de la 4e dimension. Troisième geste esthétique, c'est au fond poser cette possibilité comme inévitabilité et renverser le rapport du spectateur au temps. C'est-à-dire, au lieu que le spectateur soit dans un temps qui passe de manière chronologique, avec un temps ouvert vers l'avenir, on renverse la valence du temps et on le transforme en temps apocalyptique. C'est-à-dire le temps qu'on passe avec nos personnages, avec les personnages de fiction, est un temps qui reste parce qu'au début de la fiction, on a posé le fait soit que la guerre nucléaire a commencé, soit que le missile a été lancé, soit qu'elle va avoir lieu. La question, c'est que vont faire ces personnages du temps qu'il leur reste et qu'allons-nous faire, nous, spectateurs, avec eux pendant ce temps qui reste. Voici aussi sur la slide donc quelques exemples. Quatrième geste esthétique qui nous permet aussi de lever notre incrédulité, thématiser et problématiser la complaisance eu égard à la possibilité de la guerre nucléaire. De mon point de vue, la plus belle illustration de ce geste, c'est le film d'Akira Kurosawa, I Live in Fear, dans lequel il confronte la peur d'un survivant d'Hiroshima et de Nagasaki face à la possibilité de la répétition de cet événement, et où il pose la question, est-ce que cette peur panique-là, c'est être plus fou que l'insouciance radicale vis-à-vis de cette possibilité, au point qu'on va vouloir faire enfermer et aliéner celui qui porte cette peur. Le problème, c'est que ces 4 gestes esthétiques qui nous permettaient de garder une forme d'adéquation entre ce que l'on savait sur la possibilité de la catastrophe et ce que l'on arrivait à croire,
ces 4 gestes esthétiques, à partir des années 90, ils vont changer d'objet de référence. Avant de vous parler du début des années 90, je voudrais insister aussi sur un élément qui est un résultat qui est une mauvaise nouvelle, qui est le rôle de la hantise dans l'impact de ces éléments de culture populaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on sonde donc le public européen, comme on l'a fait, sur qu'est-ce qui a défini votre compréhension de la possibilité de la catastrophe nucléaire, on s'attend à trouver des films en fonction de leur popularité ou de la contribution de leur metteur en scène à l'histoire du cinéma. On s'attend à trouver Kubrick, James Cameron, des gens comme ça. Mais en fait, on trouve, oui, ces films-là, mais on trouve abondamment des films beaucoup plus mineurs, comme The Day After, précisément, ou comme Threads, au Royaume-Uni, qui sont tous deux des téléfilms par des réalisateurs relativement peu connus. La raison pour laquelle ces films-là ont eu un impact particulier, c'est qu'ils ne vous permettent pas de cloisonner votre monde par rapport au monde de l'expérience de la fiction. Dans la plupart des thématisations fictionnelles de la catastrophe nucléaire, on a une possibilité de clôture narrative. Soit parce que, comme dans le cas de War Games, par exemple, à la fin du film, on a un crescendo dramatique, mais une résolution, un soulagement, un moment de catharsis où on sait que la catastrophe a été évitée. Si vous avez vu la fin de War Games, tous les antagonismes sont aplatis, tout le monde se fait des câlins et communie dans la joie partagée de l'évitement de la catastrophe nucléaire. De la même manière, dans des films comme Le Docteur Folamour, on a la catharsis du spectacle orgiaque de la fin du monde nucléaire. C'est-à-dire dans tous les cas, soit parce qu'on a le spectacle de la mort nucléaire de masse, soit parce qu'on a l'affirmation de son évitement, on a un moment de catharsis et de soulagement qui permet, juste avant la fin, de dire voilà, ça c'était la parenthèse fictionnelle, maintenant je retourne dans mon monde, et ces deux choses-là sont étanches l'une à l'autre. Les films qui ont eu un impact, Threads et The Day After, ne permettent pas cette étanchéité parce qu'elles ne vous autorisent pas littéralement la catharsis finale. Donc, il y a un impact des productions culturelles qui produisent de la hantise disproportionnée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces gestes qui nous permettent de croire à la possibilité de la catastrophe disparaissent à partir du début des années 90. Ils changent de référent, au fond. Le référent, ça devient des pandémies, une catastrophe environnementale ou un astéroïde. La guerre nucléaire est présentée à partir de là comme un enjeu du passé. Et quand on a des explosions nucléaires, leurs effets sont minimisés, voire valorisés. Alors, la valorisation, le cas extrême, c'est vraiment le renversement du récit de Godzilla, où littéralement Godzilla était la conséquence monstrueuse des essais nucléaires et devient, dans la période post-guerre froide, ce qui doit être détruit par des frappes nucléaires et ne peut être détruit que par ça. Un autre élément de mise à distance, c'est que la guerre nucléaire apparaît déconnectée de son origine humaine. Quand on la voit dans Battlestar Galactica, ou quand on la voit dans Matrix, ou quand on la voit dans Terminator, c'est au fond une intelligence artificielle ou des cyborgs qui commencent la guerre nucléaire, pas les hommes. Et on a même un traitement comique qui ne permet plus de problématiser la complaisance comme le faisait Kurosawa, mais au contraire qui transforme la guerre nucléaire en un objet de simulacre
où le scénariste fait un clin d'œil au spectateur et lui dit que bien sûr ça n'arrivera pas, il s'agit simplement de s'amuser à se faire peur. Donc les gestes esthétiques de la culture populaire visuelle post-1990 non seulement ne nous aident plus à dépasser notre incrédulité vis-à-vis de cette réalité qui demeure, mais est complice d'un phénomène inverse. J'en termine en vous disant quelques petites choses qui relèvent plutôt de l'invitation, et pour faire la transition avec ce que va dire Sophie. Je voulais vous rappeler en fait que les sciences humaines et sociales des 30 dernières années sont à tort écrites comme si les armes nucléaires n'avaient pas d'effet sur l'agir politique. Dans les 25 à 30 dernières années, si vous lisez des revues de sciences politiques francophones, vous trouverez 0 article sur les effets des armes nucléaires, sur les phénomènes que je viens de décrire, mais aussi sur, par exemple, la possibilité de la gouvernance démocratique. Et donc, mon problème, c'est pas du tout de dire que tout le monde aurait dû faire ça parce que ça m'intéresse. C'est simplement de dire que donc, on produit l'illusion d'avoir trouvé la réponse à la question alors qu'on n'a pas posé la question. Et donc, on se promène avec l'idée que ces armes n'ont pas d'effet, alors que simplement, on n'a pas encore évalué leurs effets. Deuxième élément, c'est simplement que par rapport à l'attitude commune qu'on entend, c'est-à-dire, au fond, un citoyen qui se dit, soit la catastrophe nucléaire a lieu de mon vivant, et à ce moment-là, je n'y peux pas grand-chose et mon monde va s'éteindre, ou alors elle n'a pas lieu de mon vivant, et à ce moment-là, je serais quand même beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse si j'avais oublié tout ce que ce Benoît habillé en noir et qui n'est même pas venu à Toulouse m'a raconté ce matin-là. Donc, il y a cette idée qu'on peut choisir ou pas d'être affecté par la politique nucléaire. Mais ce choix-là, en fait, on ne l'a pas. On est déjà sollicité par la politique nucléaire en tant que citoyen qui délègue son autorité au chef de l'État pour la mise en œuvre de la politique nucléaire nationale. On est déjà sollicité en tant que contribuable qui finance la modernisation de l'arsenal. On est déjà sollicité en tant que cible de l'arsenal nucléaire russe dimensionné sur la base de la limitation des dégâts si la dissuasion devait échouer. Donc le choix qu'on a, c'est pas choisir d'être affecté ou pas, mais c'est choisir d'être passif ou actif vis-à-vis des vulnérabilités nucléaires qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que la recherche indépendante et les artistes sont, je crois, décisifs pour remettre ce que nous savons en adéquation avec ce que nous voulons bien croire. Puisqu'on est à la Técopole, je voulais aussi dire que je suppose que tous ceux qui sont dans la salle se soucient de la question climatique et je les en félicite. Mais au fond, vous soucier du climat tout seul ne vous protège pas de la menace nucléaire. Et le point vraiment et l'invitation que j'aimerais lancer là, c'est d'observer que les spécialistes des questions nucléaires, quand ils font leur projection à 50, 70 ans sur la durée de vie de l'arsenal, ils prennent très peu en compte ce que l'on sait par ailleurs sur l'évolution des dynamiques climatiques. De la même manière, si vous avez lu les rapports du GIEC, vous aurez peut-être été très surpris, en tout cas moi je l'ai été, par le fait qu'en 2050 à 2100, les prévisions font comme si nous savions qu'il n'arrivera rien aux 12 000 armes nucléaires qui restent sur la Terre. Et en fait, ça, on n'en sait strictement rien. Donc, on a des communautés épistémiques qui, toutes deux, relèvent de la myopie sur les risques existentiels. C'est-à-dire, chacun suppose que soit vous mourrez du risque existentiel qu'ils étudient, soit vous survivez. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'est pas du tout dans ce monde-là. On a, en tant que communauté, de nombreuses façons par lesquelles on peut disparaître. Cette idée de la myopie existentielle est vraiment quelque chose en termes à la fois d'action et en termes de production de connaissances à laquelle il faut faire attention et qu'il faut essayer d'éviter.
Et ce que j'ai essayé de vous dire, j'espère que ça vous aura convaincu, c'est que la recherche indépendante peut vous aider dans ce sens, qu'elle peut trouver des choses, qu'elle en a trouvé, qu'elle est facile à distinguer par des pratiques simples d'indépendance financière, de refus de la naturalisation des catégories des acteurs comme des catégories d'analyse neutre, et par la mise en place d'un protocole interdisciplinaire qui évite de prendre les désirs des acteurs pour des effets de leur politique. Et j'en termine en disant que beaucoup de questions restent sans réponse. Et on peut travailler ensemble, et j'espère qu'aujourd'hui c'est vraiment un début, si vous me pardonnez de ne pas être là en personne. On a du travail à faire, par exemple, sur les effets des programmes d'armement nucléaire, sur le soutien à l'énergie nucléaire, sur donc des effets de verrouillage socio-technique, par exemple, qui traverseraient la division civile-militaire. Et sur cette invitation-là, voilà, je vous donne juste mon contact. Hein, n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure, mais aussi à me contacter sur mon email ou via le compte Twitter de l'équipe. Je vous remercie de votre attention et je vous rends la parole.